Ouvre grand tes oreilles, on t'emmène dans la Manche. Et pour ce voyage, on a choisi Chapka Assurance, car ils sont simples, transparents, réactifs en cas de pépin et surtout ils sont sympas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent longtemps pour un tour du monde, un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie pour leur soutien. AR Magazine Voyageurs, la bande son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Bienvenue à toi, amateur de voyage, aux antipodes comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs, et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses du trimestriel. Aujourd'hui, on t'emmène dans la Manche, sur la presqu'île normande, d'où tu vas revenir ébouriffé après des balades sur les falaises déchiquetées ou sur les plages de sable fin. Car oui, la Manche, c'est 350 km de côte ébouriffante. Christophe Mijon, notre reporter photographe, a donc retroussé la Manche de Granville jusqu'au nez de Jobourg et on retrouve son reportage dans le numéro de AR de cet hiver, actuellement en vente avec une couve sur les Dolomites. Bonjour Christophe. Ah, ça commence là. Ben oui, car je me demande si on doit parler de la Manche ou du Cotentin. Alors, Manche ou Cotentin, c'est un vaste débat. Il n'y a pas de débat du tout pour les gens qui habitent là-bas. Pour moi, bêtement, je pensais que le Cotentin, c'était la péninsule, une espèce de grosse bistouquette qui se dirige vers la Cornouaille, là-haut. Pas du tout. En fait, pour les gens qui habitent là-bas, aussi bien au nord qu'au sud du département de la Manche, eh bien, le Cotentin, c'est ce qui est au nord d'une ligne qui, en gros, grosso modo, parle de l'estuaire de la Vire, sur la côte est, jusqu'au havre de Saint-Germain-sur-Aie, c'est-à-dire, on va dire, peut-être 20 km au-dessus de Coutances. Voilà. Tout ce qui est au nord de cette ligne-là, pour les gens là-bas, c'est le Cotentin. Et en dessous, ils hésitent un peu, c'est soit le centre-Manche, soit le sud-Manche, enfin voilà, c'est moins pittoresque. Donc tu ne confonds plus Manche et Cotentin, sinon ça va mal se passer. Et avant d'attaquer la Manche par la côte ouest, on ne manque pas d'aller sur les falaises de Champeaux, au sud de Granville. Il y a là un des plus beaux panoramas du monde. Alors c'est pas vilain, c'est vrai, mais alors le plus beau panorama du monde, c'est pas une expression qui vient de moi, c'est une expression qui vient du général Eisenhower, rien que lui, qui en août 44, après avoir traversé la Normandie, dans le bocage, le nez au vent, et il est arrivé sur les falaises de Champeaux. Il a regardé autour, il a dit ça a de la gueule, c'est un très joli panorama du monde, le plus beau panorama du monde. Mais avant lui, en fait, je suis pas sûr qu'Eisenhower s'était beaucoup promené en France. En tout cas, Édouard Herriot, avant lui, dans les années 30, avait dit que c'était le plus beau kilomètre de France. Là, il y a effectivement 6-8 km de falaises qui sont à peu près 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et on voit le mont Saint-Michel, tu vois toute la baie du mont Saint-Michel, donc oui, c'est quand même très très beau. On voit les îles Chausey quand on est sur ces falaises ? Alors, du haut des falaises de Champeaux, on voit les îles Chausey, on voit le mont Saint-Michel, et en traçant une ligne entre les deux, ça c'était la limite entre les pêcheurs bretons de Cancale et les pêcheurs normands de Granville. Et toi, tu as rencontré un pêcheur aussi à Chausey. Quand on débarque à Chausey, on voit beaucoup de pêcheurs s'agiter sur les quais. C'est pas des gens très, causants. Ils sont à peu près aussi causants que les homards qu'ils pêchent. Il y a sûrement moyen de les dégeler, mais je pense qu'il faut passer un peu plus de temps qu'une journée à Chausey pour arriver à parlementer un petit peu avec eux. Mais c'est sûrement des braves gens, sinon. De temps en temps, ils font des petites blagues aux touristes qui débarquent avec le ferry. On met 1 heure à peu près depuis Granville pour débarquer à Chausey. Et l'été, je pense que le dernier ferry part vers 18h, quelque chose comme ça. Et un des grands classiques de farce aux touristes, c'est de dire qu'il y a une boîte de nuit qui est à 2 km exactement à l'opposé de l'embarcadère, qui s'appelle l'Igloo. Et donc, il y a quelques jeunes qui y vont et qui loupent le dernier ferry, qui sont condamnés à passer la nuit
sur les îles, alors qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'hôtels. À vrai dire qu'il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un, je crois qu'ils n'ont que 10 chambres. Donc, à mon avis, ça se termine sur un sac de couchage, roulé en boule sur un paillasson. Si on te propose une soirée à l'igloo, tu ne tombes pas dans le piège. Par contre, tu peux déguster les huîtres de Chauzet, les seules huîtres bio de France. Et en rentrant par le bateau sur Granville, c'est l'apéro bulot-maillot face à la mer. Une fois de retour sur le plancher des vaches, normande comme il se doit, il reste toute la côte des Havres à découvrir sur 60 km de littoral. Avec dans ce paysage unique, la rencontre avec une femme au milieu de ses moutons. Direction les Havres, ça c'est un coin dont j'ignorais complètement l'existence. En fait, tu as 6 petits fleuves côtiers qui débouchent sur la Manche, sur une 60aine de kilomètres, et ça forme des havres, c'est-à-dire des baies qui sont bien abritées, qui sont plus ou moins ensablées. Et le premier, je crois que c'est Raigneville, qui est le plus grand. J'y ai vu des phoques d'ailleurs. Et puis bon, il y en a à peu près 6, et ce sont des milieux qui sont très particuliers, puisque c'est moitié pré-salé, on appelle ça les chores, S-C-H-O-2-R-E, et qui sont en conflit avec les slicks. Les slicks, c'est S-L-I-2-K-E, ça c'est la vasière. Et malheureusement, ces milieux-là ont tendance petit à petit, d'abord à s'ensabler, à s'envaser, puis après l'herbe prend le dessus. Et finalement, je crois que durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait à peu près un tiers de prés salés. Aujourd'hui, on en est à la moitié. Donc les prés salés continuent à gagner progressivement sur la vase. Et tu as rencontré une femme entourée de ses moutons ? Oui, j'ai rencontré une femme, oui, tout à fait. Une femme entourée de ses blancs moutons, blancs et noirs d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Cette femme, c'est Stéphanie Maubé, donc, qui est arrivée il y a une douzaine d'années dans le coin, à l'occasion d'un week-end tout simple. Au départ, elle n'est pas tombée amoureuse de la région, mais il y a un éleveur de moutons qui la conviait à rentrer ses moutons depuis le Havre, où il paissait, comme on dit. Donc c'était des moutons de pré-salé. Et là, il y a une espèce d'épiphanie, elle a réalisé que ces moutons, en fait, faisaient partie d'un développement durable, que c'était une bonne façon de gérer à la fois l'environnement, donc de garder le milieu ouvert, notamment, puisque ces moutons empêchent donc le pré-salé de gagner sur le Havre. Et au final, elle a voulu rester, donc elle a tout plaqué. Donc au départ, autant dire que la petite citadine qui déboule là-bas, les paysans du coin ont bien rigolé. Bref... Mais au final, elle s'est accrochée et la greffe a si bien prise qu'elle vient d'être élue maire du bled à côté, qui s'appelle Le C, à côté du Havre de Saint-Germain-sur-Aie. Et donc elle est parfaitement intégrée. Alors moi, bêtement, je pensais que la viande de mouton de pré-salé avait été un peu plus salée, mais je crois que c'est pas exactement ça, je pourrais pas trop t'en dire. Je suis pas vegan, mais je suis pas trop viandard non plus, donc je te laisse déguster ton mouton de pré-salé chez le boucher, très cher d'ailleurs. Moi je préfère le poulet, c'est plus simple, c'est moins cher aussi. Donc ensuite, encore plus au nord, toujours plus au nord, j'ai fait une randonnée entre le nez de Jaubourg et le point le plus extrême de la péninsule de la Hague. Alors le nez de Jaubourg, c'est le coin le plus haut sur le littoral français atlantique. On est à, je crois, si ma mémoire est bonne, à 162 mètres, je crois, au-dessus du niveau de la mer. Il paraît que c'est le point le plus haut. En tout cas, c'est très joli. Donc en suivant le petit sentier côtier, on arrive au phare de Goury, qui est donc l'extrémité de la péninsule de la Hague. Alors la Hague, c'est un nom qui fait un petit peu peur. Je me souviens que la guide, enfin la fille de l'office de tourisme qui était avec moi, me disait qu'il y a une vingtaine d'années, quand elle distribuait des dépliants dans les salons touristiques, et que les gens voyaient tout à coup le nom de la Hague dessus, ils jetaient le papier très loin en ayant peur d'être irradiés. Voilà. Donc maintenant, les choses vont mieux, donc on peut aller à la Hague sans se faire irradier. Moi, j'arrive encore à lire la nuit, il faut que j'allume la lumière,
Je suis pas irradiant, suffisamment pour lire en tout cas, et en fait c'est un coin très sympa, c'est vraiment le cul-de-sac du Cotentin. Et alors on voit effectivement cette grande usine qui s'est d'abord appelée Cogema, ensuite Areva, et maintenant ça s'appelle Orana je crois. C'est le plus gros pourvoyeur d'emplois de la région. Au moins, ça a eu le mérite de brasser un peu la population, parce que là, vraiment, c'était une impasse, et les gens ne sortaient plus trop de là. Donc ça amenait de la vie et de l'argent, et alors ça dénature un petit peu l'horizon, mais par contre, ça a eu le bénéfice de figer tout développement immobilier tout autour. Donc la campagne autour de l'usine est magnifique. Elle est vraiment comme elle était dans les années 50-60, quand on a commencé à construire cette usine. Alors ça ressemble effectivement au paysage irlandais avec des petits murets de pierre sèche qui forment une résille qui s'étend sur la campagne, très très verte évidemment, très verte parce que il y fait pas toujours grand beau, mais j'y étais avec du soleil. Alors que Christophe Mijon s'en retourne sur Granville, il s'arrête à Coutances. De tout le bocage alentour, on ne peut manquer la cathédrale de Coutances, chef-d'œuvre du gothique normand comme on lit dans les guides. Elle a été miraculeusement épargnée par les bombardements de la dernière guerre. Mais si Christophe fait une halte à Coutances, c'est pour une toute autre raison. Alors Coutances, j'y étais pour un personnage parfaitement inconnu du grand public, sauf peut-être un peu sur Internet, on en parle un peu simplement pour mentionner sa malchance redoutable. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Guillaume le Gentil de la Galésière, qui était astronome de l'observatoire de l'Académie des Sciences, à l'observatoire de Paris. Et c'est un monsieur qui donc était en activité au XVIIIe siècle et qui a voyagé énormément pour notamment observer le transit de Vénus, c'est-à-dire le passage de Vénus devant le disque solaire. À l'époque, ça permettait de calculer la distance de la Terre au Soleil et donc de donner une dimension au système solaire, ce qui était énorme pour l'époque. En tout cas, voilà, c'est un monsieur qui a passé à peu près 12 ans de sa vie au service de la science, qui est parti à Maurice, qui s'appelait à l'époque l'Île-de-France, qui ensuite a été en Inde, qui a été ensuite aux Philippines, qui a erré donc de pays en pays. Et donc, le transit de Vénus, en fait, c'est un phénomène qui a lieu 2 fois par siècle, tous les 112 ans et 2 fois par siècle. Et le premier phénomène était en 1761, il s'est pointé là-bas, il voulait observer ça à Pondichéry, et malheureusement les Anglais avaient pris la ville, donc il n'a pas pu observer. Ensuite, il a attendu le deuxième transit qui devait avoir lieu 9 ans plus tard, et donc il a attendu, il a patienté tranquillement, un peu à Madagascar, un peu aux Philippines, avant d'être pris pour un espion. Il est ensuite parti en Inde, à Pondichéry, qui avait été reconquis par les Français, et là, il arrive 1 an à l'avance, histoire d'être tranquille, d'avoir bien le temps de préparer son observation. On lui construit un observatoire, et le jour dit, après 2 mois de beau temps, il ouvre les rideaux, et là, le ciel est plombé. Et le ciel sera nuageux durant toute la durée de l'observation. Et donc, on peut estimer qu'il était un petit peu déprimé à ce moment-là. Et je vous passe les détails, vous lirez le livre, ce sera mieux. Mais en tout cas, il arrive après moult déboires à Paris pour apprendre qu'il est mort. En fait, tout le courrier qu'il avait envoyé depuis 2-3 ans s'est perdu, et donc les gens estimaient qu'il était mort. Et surtout, il avait des héritiers en Normandie, donc du côté de Coutances, où il est né, qui estimaient qu'il est mort et qu'il était mort, et ces gens-là voulaient évidemment toucher son héritage, et donc précipiter un petit peu les choses. En l'occurrence, il avait confié ses fermages à un notaire, un peu véreux, qui le jour de lui restituer tout l'argent voulu, a déclaré qu'il avait été cambriolé juste la veille. Donc il fait un procès à ce gars-là, et malheureusement, il va perdre ce procès, puisque le notaire est de mèche avec les juges de la région. Tout ça pour vous dire que après toute cette avalanche de mésaventures, il y aura quand même un happy end. Voilà, je vous le dis pas, vous lirez le livre. Son livre « Mauvaise étoile » sortira en février 2021 aux éditions Paulsen. Pour découvrir la Manche, va sur le site manchetourisme.com, il est très bien fait. Ce reportage, signé Christophe Mijon, est publié dans le numéro 53 de l'hiver 2020-2021. Retrouve AR Magazine Voyageur
sur le site ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance, pense à Chapka. Ils sont nos partenaires, sympas, simples, transparents et très réactifs en cas de pépin. Et Chapka assure tout type de voyageurs, en France ou à l'étranger. On les remercie de soutenir Aller-Retour, le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.